Bonjour à tous, mon nom est Clément Gignac et bienvenue à nos rendez-vous d'automne IAGP. Je serai votre hôte à tous les mercredis matins à cette heure-là, à 10 heures. Donc, un peu à l'instar de notre tournée virtuelle d'été qu'on avait en direct à partir de mon gazebo. Bon, le décor va avoir changé, je fais ça à partir du solarium, mais la formule reste la même. Je vais avoir un invité à chaque semaine. Ça va être un de mes collègues gestionnaires de portefeuille qui va nous parler de ses vues et de positionnement de son portefeuille. Ça fait déjà pratiquement 9 mois là, que les marchés sont influencés par cette pandémie-là. Même si on est encore loin de la coupe aux lèvres et c'est pas demain matin qu'on va retourner à la normale et on a quand même beaucoup de chômeurs encore et on ne prévoit pas que ce soit avant la fin de 2021, début 2022, que l'économie va retrouver son potentiel qu'il y avait avant. Or, au niveau des marchés boursiers, ça a été beaucoup plus vite, puisque les marchés ont finalement récupéré les pertes qu'ils avaient subies en février et mars. Et là, on se demande s'il reste encore du carburant dans le réservoir et qui de mieux placé pour nous parler comme premier invité, en fait, que nous réservent les marchés boursiers d'ici à la fin de l'année. Mon collègue Marc Gagnon, donc Marc, vice-président et gestionnaire principal au niveau des actions nord-américaines, au-delà de 27 années d'expérience, 20 années avec le groupe industriel Alliance. Donc, bienvenue Marc, on a bien hâte de t'entendre et à l'occasion, je vais prendre mon privilège de modérateur pour peut-être intervenir un peu dans ta présentation. Et j'invite les gens également de profiter de ta voix de clavardage. J'avais des questions à poser à Marc. On va avoir du temps à la fin pour qu'il puisse tenter d'y répondre. Donc, à toi, Marc, et bienvenue. Alors, bonjour tout le monde. Dans le confort de ma maison chez nous, comme vous tous probablement. Ben oui, on est encore affecté, entre guillemets, par cette pandémie et on va sûrement devoir en parler là aujourd'hui parce que c'est quand même un élément extraordinaire qu'on vit tous en ce moment. Mais avant, si on peut regarder la setup qui suit, la meilleure façon probablement de répondre à qu'est-ce que nous réserve le reste de l'année, ben, c'est de commencer par regarder ce que l'année nous a donné jusqu'à maintenant. Et vous avez ici le rendement des principales classes d'actifs là, accessibles à investisseurs canadiens. On remarque tout de suite que les obligations avec la baisse des taux d'intérêt qui a été importante depuis le début de la pandémie ont donné un rendement très intéressant. C'est un rendement quand même fort appréciable pour la classe obligataire à 8 les obligations corporatives à 6,8 c'est par rapport aux dernières années un très bon rendement. Mais c'est quand même surprenant de voir que ce n'est pas les obligations qui nous ont donné, qui est la classe d'actifs qui nous a donné le meilleur rendement depuis le début de l'année. Ce sont les actions américaines, le S&P 500 convertis en dollars canadiens à 8,75. Et on a aussi, là, et ça c'est comme de raison, c'est très, je pense que quand la pandémie a commencé, on aurait dit faites-vous-en pas, les actions vont être encore le meilleur performeur. Je ne pense pas qu'il y aurait grand monde qui aurait dit ça. On a les actions canadiennes qui sont à la fin du mois de septembre en baisse de 3,1 C'est pas positif, mais c'est quand même beaucoup moins que beaucoup mieux que ça a déjà été. Là, on se souvient là, vers le milieu du mois de mars. Et le reste du monde, ici, le Morgan Stanley, Europe, Asie, Extrême-Orient, en dollars canadiens, est en baisse de moins 4,3. Au total, dépendant comme de raison d'allocation d'actifs, la plupart des gens devraient avoir un portefeuille qui devrait leur donner un rendement légèrement positif ou autour de zéro, ce qui est, comme je l'ai dit tantôt, très bon par rapport à tout ce qu'on vit. Et il faut se souvenir qu'une des raisons pour qu'on est là, c'est la réponse là, des gouvernements qui a été quand même très énergique à mettre en place des programmes de stimuli depuis le début de la pandémie pour supporter la consommation, pour supporter les gens qui ont perdu leur emploi. Et ça a fonctionné dans une large mesure. Maintenant, si on regarde, ce qui nous intéresse, c'est les mois qui s'en viennent, le reste de l'année, les premiers mois de 2021. Et il y a certaines préoccupations, comme on peut le voir sur la slide qui suit, qui ont fait que le marché s'est un petit peu ralenti depuis la fin du mois d'août. La progression du marché est un peu plus incertaine. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ben, qu'est-ce qu'on vit? La seconde vague de cas de COVID-19. On est dedans un peu plus tôt même que prévu.
Il y a aussi l'incertitude sur le résultat des élections américaines. Comment ça va se passer? Qui va gagner? On se pose aussi des questions au niveau du déploiement d'un nouveau stimulus fiscal aux États-Unis, particulièrement parce qu'on en attend un depuis la fin du mois de juillet aux États-Unis et les chicanes politiques entre les républicains et les démocrates font qu'on est toujours en attente de ce stimuli-là. Est-ce qu'il va arriver avant les élections? C'est plus incertain. Après les élections, c'est un petit peu plus probable. De quelle ampleur il sera? C'est des questions que le marché se pose en ce moment. Et finalement, ben, il y aura toujours des gens qui vont pointer le fait que les évaluations des marchés, en ces temps si incertains, sont à leur sommet. Alors, est-ce que c'est vraiment intéressant d'investir en ce moment? Alors, c'est des points qu'on va essayer de se donner une meilleure idée dans les acétates qui vont suivre, en commençant par la prochaine, où on voit la première des questions qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui va arriver avec la COVID-19? Ben, la meilleure façon de mettre un point final à tout ça, c'est d'arriver avec un vaccin efficace. Alors, de ce côté-là, on a appris des choses dernièrement. On a appris, entre autres, que le vaccin d'AstraZeneca, qui est un gros effort mondial, là, un programme de phase 2, phase 3, qui rejoint pas loin de 50 000 personnes. Il est en pause aux États-Unis, comme celui de Johnson & Johnson, puis on l'a appris, soit dit en passant hier, mais il continue, celui d'AstraZeneca, à avoir lieu ailleurs dans le monde, entre autres au Brésil, où il y a 15 000 personnes enrôlées pour l'étude, 12 000 personnes en Angleterre, 2 500 en Afrique du Sud. Donc, le vaccin continue à progresser ailleurs qu'aux États-Unis et on attend des résultats dans les prochaines semaines. Alors, fin octobre, début novembre, quelque part en novembre. Donc, ça continue à progresser. Même chose pour le vaccin de Pfizer, qui est très important aussi. Pfizer, si je ne me trompe pas, on parle laissez-moi regarder rapidement mes notes, c'est aux alentours de 44 000 personnes pour Pfizer. Donc, une très grosse étude aussi. Des résultats en novembre. Moderna, on attend des résultats quelque part aussi à la fin novembre. Johnson & Johnson a été mis sur pause. On l'a su avant-hier, lundi soir, pour être plus précis. On ne sait pas pour l'instant c'est quoi il y a une personne qui serait tombée malade. On ne sait même pas si c'est dans le groupe de contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire dans le groupe de contrôle? C'est celle qui a le placebo, qui n'est même pas le vaccin lui-même, qui est un simili-vaccin. On fait ça pour s'assurer que les études donnent des résultats pertinents. On ne sait pas non plus la maladie. Donc, et c'est pas surprenant, ces pauses-là, soit dit en passant. Ça aurait été l'inverse qui aurait été extrêmement surprenant. On sait que l'effort sur les vaccins est incroyable depuis que la pandémie a commencé. D'ailleurs, il y en a 44, soit dit en passant, qui utilisent là, des patients humains en ce moment qui sont en test. Et c'est normal, bref, qu'il y ait des pauses. Et on a le dernier, là, qu'on connaît un peu moins bien, mais qui est important parce que le gouvernement canadien a commandé 75 millions de doses du vaccin de Novavax. Et c'est une étude qui a 13 000 personnes là, au UK d'enrôler pour cette étude-là. Donc, ce que j'aimerais qu'on regarde, c'est que des résultats s'en viennent. Et ça pourrait être quand même un bon catalyse pour le marché boursier quelque part en novembre, probablement. C'est intéressant. Excuse de te couper. Tu oui, parles de novembre. Clément, vas-y. Oui, c'est ça. Ben, je prends mon privilège de modérateur. Écoute, c'est encourageant parce que là, c'est en train de nous dire qu'on devrait avoir peut-être des bonnes nouvelles de ce côté-là. Mais avant la fin de l'année, on va avoir quelque chose de gros en novembre, comme ça va être quand même des élections américaines. Puis là, je serais curieux de t'entendre parce que moi, j'ai toujours pensé que si on avait l'élection de M. Biden ou démocrate, que ce serait peut-être des vents contraires. Je serais curieux peut-être de t'entendre là-dessus. Là. Oui, ben écoute, ça, c'est un autre, effectivement, c'est un des gros enjeux d'ici la fin de l'année. En fait, on sait très bien, là, on connaît la date début novembre des élections américaines. Pour l'instant, Biden est en avance. Il est en avance au niveau de la présidentielle et puis il est en avance. Les démocrates aussi, ils sont légèrement en avance pour la course du Sénat. Et ils sont quand même fortement en avance pour la Chambre des représentants. Donc, une possibilité d'avoir un congrès démocrate et un président démocrate. Et comme on va voir sur la prochaine acétate,
Il y a des pour, il y a des contre. Le marché craint un peu l'arrivée de Biden parce que Biden va augmenter le taux d'impôt corporatif de 21 à 28 %. On se souvient que Trump l'avait ramené de 35 à 21, donc on ferait la moitié du chemin de retour, si on veut. Et aussi, il y aurait deux types de taxes qui s'ajouteraient que Biden veut mettre en place. Il veut ajouter l'impôt minimum, puis aussi augmenter ce qu'on appelle le GILTI tax. C'est quoi ça? C'est le Global Intangible Low Tax Income. C'est quand les compagnies utilisent leur IP, leur intellectual property, la propriété intellectuelle pour diminuer leur impôt. C'est la propriété intellectuelle qu'ils ont à l'extérieur des États-Unis. Ils passent des dépenses sous ce poste-là, diminuent leurs impôts. Et à ce moment-là, au total, on pense que en moyenne, les corporations verraient leur imposition augmenter d'environ 9 à 9,5 % en moyenne. Mais il y en a que ça serait plus élevé que d'autres. Entre autres, ceux qui ont plus de propriété intellectuelle à l'extérieur. Les compagnies de technologie seraient plus touchées aussi, semble-t-il, par cet ensemble de taxes-là. Alors, il est possible que si on se réveille au lendemain des élections avec un Biden et entre autres un Sénat, ça augmente la probabilité de mettre en place ce genre de taxe-là. Il est possible que le marché réagisse un peu moins bien par rapport à une élection, par exemple, de Trump. Mais il faut savoir que ça serait compensé par d'autres mesures. Entre autres, un stimulus fiscal qui pourrait être beaucoup plus fort sous Biden. Une partie de l'argent des taxes serait investi en stimulus. Entre autres, 2 trillions on parle de 7 trillions au total, là, ce qui est énorme, 2 trillions pour aider les gens et les entreprises affectées par la COVID-19, plus un plan d'infrastructure, plus une réforme de l'accès au healthcare, à la santé. Donc, on aurait beaucoup d'argent qui serait mis. Et ça viendrait stimuler l'économie puis aider les compagnies. Et en plus de ça, Biden il s'est engagé à revoir les tarifs que Trump avait mis en place, entre autres par rapport à la Chine. Et il serait quand même probable que ces tarifs-là soient au moins en partie, sinon en totalité, éliminés. Puis ça éliminerait, ça augmenterait les profits d'environ 5 %. Donc, presque la moitié là, de ce qui serait payé par les corporations à cause de l'augmentation des taxes. Ces deux mesures-là ensemble seraient à peu près équivalents, ce qui ferait qu'en 2024, les profits seraient probablement équivalents sous une administration Trump et Biden. Et ça, je pense que le marché va le réaliser assez rapidement après les élections, qu'il n'y a pas juste l'augmentation des taxes. L'autre risque par rapport aux élections, c'est des élections qui seraient trop disputées, trop contestées. Une situation, le pire scénario, c'est une situation où Trump refuse les résultats parce que les résultats sont trop serrés et que ça dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et qu'on soit dans une impasse. Personnellement, je serais surpris qu'on en aille jusque-là. Il est possible qu'à cause qu'il y ait beaucoup de votes par la poste, que le résultat ne soit pas connu le lendemain matin, mais je crois que dans les jours qui vont suivre, on va avoir une bonne idée. Et je crois que les Américains, très attachés qu'ils sont à la démocratie, très attachés qu'ils sont avec une société civile quand même très développée, vont s'organiser pour élucider cette situation-là et mettre en place un président plutôt rapidement que moins rapidement. Donc, personnellement, je suis très optimiste. C'est très intéressant parce qu'en septembre, c'est à ça que je pense, pourquoi que le marché a eu de la misère, c'est que les sondages sont encore serrés, puis là, la transition ne sera pas pouvoir, elle ne reconnaîtra peut-être pas sa défaite, mais finalement, on voit que les écarts en faveur de Biden s'élargissent, puis c'est un soulagement, je pense, pour les gens que finalement, peut-être pas dans les heures, mais dans les jours qui suivent, si c'est assez évident qu'il a perdu, il va reconnaître, et là, le marché focus sur qu'est-ce que tu viens d'expliquer, le déploiement d'un stimulus fiscal. Intéressant, oui. Je te laisse continuer. Oui, puis d'ailleurs, à ça, Clément, je répondrai. Je lisais ce matin 538, le site qui suit de près tous les sondages au niveau national, au niveau des États, donne des chances supérieures à 80 % de Biden de gagner. D'ailleurs, pour ça, je pense que c'est intéressant de discuter un peu de cette avenue-là. Bon, on sait que les sondages ont eu des problèmes en 2016, alors on verra ce qui va arriver avec ça. Mais quand même, on peut regarder les autres craintes un peu que le marché a. On peut regarder la CETA qui suit et on peut parler effectivement des évaluations. Les évaluations, quand on regarde les price earnings, les prix sur le ratio prix sur bénéfice
de l'année prochaine, des bénéfices de l'année prochaine, les bénéfices anticipés pour 2021, on se rend compte que autant le Canada que les États-Unis sont dans un sommet, mais même dans le cas des États-Unis, on est plus haut, passablement plus haut que les derniers sommets atteints à 21, 20, 21 20 à 21 fois les profits de l'année prochaine. Puis ça, on a un historique de presque 20 ans. Alors oui, les évaluations sont élevées, mais à ça, je vais répondre, je vais quand même amener 2 points qu'il faut tenir compte. Le premier, c'est que sur les cash flows, les évaluations sont beaucoup moins élevées, particulièrement sur les flux monétaires libres, qui restent quand on réinvestit pour maintenir sa capacité de production. Avec une économie qui est de plus en plus numérique, on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'investir en machinerie, en équipement, en usine, et il reste plus d'argent dans la poche des actionnaires. Et ça, sur cette base-là, les évaluations sont beaucoup plus intéressantes. Le deuxième point, bien, avec la baisse des taux d'intérêt, puis ça, on va le constater à la prochaine A7 ans, on a une baisse du coût de l'équité. Et ça, le coût de l'équité, c'est important. Parce que quand on parle de produits futurs, de profits futurs ou de flux monétaires futurs, c'est avec ce coût de l'équité-là qu'on les ramène en date d'aujourd'hui. Plus le coût de l'équité est élevé, bien, moins il nous reste d'argent en date d'aujourd'hui au niveau des profits anticipés futurs. Et on sait qu'avec les taux d'intérêt, puis c'est une partie importante du coût de l'équité, bien, les taux d'intérêt ont baissé beaucoup. Le coût de l'équité, par conséquence, a baissé beaucoup. Ce qui fait qu'un profit futur aujourd'hui vaut plus qu'il valait avant. Et ce qui est intéressant sur cette étape-là, c'est qu'on voit des projections, qu'est-ce qui va arriver, dépendant les résultats de l'élection. Puis avec un gouvernement, disons, républicain ou un Sénat républicain, on aurait vraiment une baisse encore qui se prononcerait au niveau du coût de l'équité. Même chose après une montée initiale, disons, au niveau d'un démocratique sweep, ça veut dire quoi? Un congrès démocrate, un président démocrate. Rapidement, on verrait que la situation se stabilise, moins d'incertitude, le coût d'équité baisserait, et il y a juste une élection là, qui serait contestée, qui amènerait là, une hausse du coût d'équité. Et tout ça vient supporter des multiples plus élevés, comme je le montrais à la CETAT précédente. Alors oui, des gens vont vous dire, oui, mais attention, le marché est très dispendieux. Oui, il est dispendieux, c'est vrai, mais il l'est beaucoup moins quand on tient compte des circonstances actuelles, entre autres des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus bas, puis qui justifient par eux autres mêmes des multiples plus élevés. Un autre concept maintenant que j'aimerais vous présenter, qu'on trouve très intéressant en ce moment, puis qui favorise le marché boursier. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'on a un changement d'habitude de consommation. On sait que les gens ne voyagent plus, vont beaucoup moins au restaurant. Ils se sont retrouvés à dire, bon, mais qu'est-ce que je fais finalement avec cet argent-là? Et je trouve qu'un bon exemple qui est ça, c'est l'action BRP au Canada. BRP, ils font quoi? Ils font les skidoo, ils font les sidoo, ils font les 4x4 qu'on voit en bas ici. Ils font des spiders également. Excuse de t'interrompre parce que c'est le cadeau que je me suis fait dans les 65 ans. Ben, voilà, Clément, tu es un exemple parfait pour ce qui se passe avec cette compagnie-là. J'allais dire des gros jouets pour adultes. Alors, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Mais quand on regarde ce qui s'est passé tout de suite au mois de mars, on voit la baisse là, de 75 à 20 $. Les gens se sont dit, qui va acheter ça? On s'en va dans une grosse récession. Plus personne va avoir de l'argent pour s'acheter ce luxe-là. Eh bien non, finalement, avec les programmes de soutien comme on en parlait, plus le fait que les gens changent leur façon de consommer, on se retrouve que les ventes ont explosé. Écoutez, les ventes, pas au niveau là, de BRP, mais des dealers, des concessionnaires BRP de par le monde, au deuxième trimestre, quand BRP a sorti ses résultats, les ventes étaient en hausse de 40 %. Pas par rapport au trimestre précédent, pas par rapport au trimestre de la pandémie où tout était fermé, non, par rapport à 2019. Fait que 2020, par rapport à 2019, les gens se sont mis à acheter beaucoup plus de ces choses-là. Et voilà, l'action BRP est remontée à des sommets là, qu'on n'avait même pas jamais encore atteints. Et si on regarde d'autres exemples de ce phénomène-là, on va voir que, par exemple, à cet attitude, les ventes d'auto sont revenues en hausse année sur année. Et les inventaires d'auto sont en baisse de 30 % par rapport à l'année dernière parce qu'on a arrêté de produire quelque part au printemps pendant un nombre important de semaines. Fait qu'aujourd'hui, on est en train de mettre les bouchées doubles en production automobile. On est en train de mettre bouchées doubles, quand on l'a vu aussi au niveau de la production des sidous, des skidoo et de plein d'autres choses dans l'économie, ce
qui fait que les inventaires sont bas et la demande de biens est forte. Et il faut savoir qu'en bourse, les compagnies qui produisent des biens, il y en a beaucoup plus que des compagnies de services. Des compagnies de services qui souffrent, oui, on a Air Canada, on a aussi CAE, mais même quand on parle de Tim Hortons, QSR, les gens continuent à aller à ce type de restaurant-là. La proportion de compagnies qui bénéficient de ce transfert d'argent-là est plus importante sur le marché boursier que dans l'économie réelle. Alors ça, c'est un autre facteur qui favorise la bourse. Dernier exemple que je vais vous donner, c'est les mises en chantier sur l'acétate qui suit. On voit que les mises en chantier ont été pendant 4 ans. De 2016 à 2019, ils étaient pris entre 1 100 000 aux États-Unis, 1 300 000 environ. Ça a décollé au début de l'année, ça a rebaissé, on l'a vu au milieu de la pandémie, mais regardez, les gens se sont mis à racheter des maisons, puis les mises en chantier ont augmenté de manière importante. Puis ça, c'est encore une fois un changement de consommation. Ça va même plus loin, ça touche le travail à la maison. Ça touche les gens qui vivaient dans le centre-ville, des grandes villes, dans des appartements, des condominiums, qui veulent maintenant avoir une maison en banlieue ou même en milieu rural. Parce que c'est possible maintenant d'arriver moins souvent au travail, de travailler de la maison, c'est ce qu'on envisage. Alors, il y a des mouvements démographiques à travers aux États-Unis, à travers les endroits où les gens étaient. Ça stimule les mises en chantier. Alors ça, c'est un autre exemple d'un changement de consommation, de type d'habitude de consommation. Et ça, c'est très intéressant. Oui, Clément, vas-y. Oui, c'est très intéressant. Écoute, le temps file, puis en même temps, là, on a l'opportunité de t'avoir. Tu es responsable d'un fonds d'action canadienne croissance, puis là, je m'en voudrais de ne pas t'en ramener un peu sur le côté le Canada, comment tu vois ça, puis le secteur, exemple, des ressources naturelles, des commodités, puis l'or également. Tu sais que moi, je suis positif sur l'or, puis c'est rendu pas loin quoi, de 10 du marché canadien. Fait que pour avoir le temps pour les questions, peut-être on pourrait aller parler un peu des ressources naturelles quand tu auras la chance. Ben oui, écoute, c'est toute cette situation-là, puis on va le voir d'ailleurs aussi avec l'acétate qui suit, ben, ça favorise une demande accrue de biens manufacturés. En général, c'est très positif pour les commodités. Et en plus, on a eu beaucoup de commodités, on a eu des problèmes au niveau de l'offre, de la production. On a eu des mines où les gens étaient malades au Brésil. Hein, on a le minerai de fer en bas à gauche ici. Regardez le minerai de fer, là, il est à des sommets importants. Beaucoup de problèmes de production au Brésil. La compagnie Vale qui a aussi des problèmes avec ses barrages. Ça, c'est un autre aspect. Mais au total, on a un prix du minerai de fer qui est à la hausse. Même chose pour le cuivre. Cuivre, on est en haut de 3 la livre, dollars US. C'est des niveaux qu'on n'a pas atteints depuis longtemps. Problème de production dans les mines au Chili. La COVID a été très importante au printemps. Au Chili, on est au Pérou. Maïs, toutes les commodités d'agriculture ont remonté depuis le début du mois d'août. On a le maïs, le soybean qui est à un haut de 5 ans. On a le blé qui est à un haut de 3 ans. Puis aussi, on l'a vu, on termine en bas à droite avec le bois d'œuvre. Pour le 1000 pieds linéaires, on a atteint 1000 $. Écoutez, ça, c'est des prix qu'on n'avait jamais vus, là. Je ne mettrai pas de date, là. Je vais juste m'arrêter là. C'est des prix qu'on n'avait jamais vus. On a surpassé les sommets de 1996. Ça a redescendu un petit peu. On sait qu'on est moins là, dans la saison des rénovations, mais c'est quand même beaucoup plus élevé que la moyenne là, de 200, 300, 400 et qu'on avait vu là, dernièrement. Là. Fait que c'est très positif. Sur l'or, ben, l'or, c'est intéressant, c'est rendu important au Canada, 12 de l'indice total. Ben, l'or, ça a tendance à être bien corrélé. C'est supporté par toutes sortes de choses, entre autres un dollar américain faible, mais aussi, important, les perspectives d'inflation. Et les perspectives d'inflation, on les mesure par des obligations, une classe bien précise d'obligations, que le taux de coupon est lié à l'inflation. Alors, quand on regarde comment se comportent ces obligations-là, on a une idée de comment le marché entrevoit l'inflation à venir, l'inflation anticipée. Et on voit que le marché, par la ligne jaune, pointillée, voit que les perspectives d'inflation sont en train d'augmenter parce qu'on a mis tellement d'argent dans l'économie qu'éventuellement, on a peur que ça se transfère par une inflation accrue. Et l'or a très bien répondu à ça. Et là, on voit une petite baisse là, à droite là, depuis la fin du mois d'août. Ça, d'ailleurs, cette petite baisse-là, c'est le fameux nouveau package fiscal aux États-Unis qu'on a parlé plus tôt, qui tarde à venir.
Ben, ce package-là, vu qu'il n'est pas là, bon, les craintes d'anticipation ont un petit peu stagné, voire même diminué. Ça nous a provoqué, là, depuis environ un mois et demi, une baisse du marché du sous-secteur aurifère de 14% au Canada. Mais la septembre prochaine, vous allez voir que c'est le genre de baisse qui arrive quand même assez fréquemment. On a pris un autre cycle. On a pris un autre cycle aussi. On a pris le cycle de 2008-2009, où l'or a très bien fait. Puis là, on vous montre le secteur, le sous-secteur du TSX de compagnies qui produisent de l'or, des compagnies aurifères. Ça, c'est la ligne bleue. Puis, il a pratiquement doublé. Hein, il est passé de 1100, en fait, il a pratiquement triplé, excusez-moi, de 1000 à pratiquement 3000. Mais malgré tout, malgré un rallye si fort que ça, on a eu 7 corrections durant ce rallye-là, entre 15 et 25%. Donc, des corrections quand même assez importantes, pour ne pas dire majeures. C'est normal, l'or est très volatile. Comme commodité, le sous-secteur des compagnies qui produisent de l'or l'est pratiquement tout autant. Alors, c'est normal d'avoir des replis comme ça, mais on reste quand même favorable au style, au titre aurifère, surtout que, rappelez-vous, je vous ai dit, les chances qu'on ait un package fiscal, un nouveau aux États-Unis après les élections, sont quand même assez bonnes. Donc, on pourrait revoir là, des craintes inflationnistes être alimentées à nouveau en raison de ça. Oui, puis je partage ton opinion, puis d'autant plus que l'or, bon, on sait que ça ne rapporte pas, il n'y a pas de coupon, pas de dividende, mais en même temps, quand tu regardes ce que tu as sur des obligations gouvernementales, ça ne rapporte pas grand-chose, puis à moyen et long terme, ben, ça te protège contre l'inflation. Puis aussi, ça va aller au comportement de l'or US. Écoute, le temps file, puis moi-même, je t'interromps à l'occasion, fait que je n'aide pas ta cause. Denis, qui s'occupe de la logistique, me dit qu'on peut extensionner jusqu'à 10h40, donc on va prendre 10 minutes pour les questions supplémentaires. Par contre, avant d'aller aux questions, j'aimerais peut-être que tu me dises rapidement le positionnement de ton portefeuille. Puis là, je sais que tu es toujours un peu, tu es modeste, tu es toujours gêné de parler de ta performance, que moi, je vais le faire à ta place. On est très fiers de t'avoir. Écoute, je suis un des gros détenteurs de tes fonds, comme tu sais, par le biais de nos solutions gérées. Premier quartile, 1 an, 3 ans, 5 ans, félicitations. Là, on a hâte de voir un peu ton positionnement, puis un petit wrap-up, et on va aller aux questions. Oui, bien, ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que je ne suis pas le genre de gestionnaire qui va avoir des écarts sectoriels immenses. Mais si on regarde mon portefeuille sur la CESTAT qui suit, on peut voir quand même qu'au niveau de la santé, entre autres principalement à travers des investissements aux États-Unis, c'est les deux colonnes à l'extrême gauche. Je suis surpondéré, même chose en communication, aussi avec certains placements aux États-Unis, la consommation de base qui est toujours intéressante, qui fait bien là, dans un environnement de pandémie. Ça, c'est très intéressant. Parmi les choses que je suis sous-pondéré, bien, il y a l'énergie. C'est pas facile, la demande n'est pas là. Puis je crois que le marché est un petit peu trop optimiste au niveau de la reprise de la demande de pétrole dans le monde. Je favorise plus personnellement le gaz naturel. On a des belles expositions quand même, des compagnies qui sont prépondérantes face à ce genre de commodités-là. Je suis un petit peu intéressé. Je suis un peu moins investi dans l'or que l'indice, mais beaucoup plus que mes pairs. Alors, je pense que de ce côté-là, par rapport à la compétition, on gagne là, de manière importante. Et je suis très près là, du poids technologique. Rapidement, je vous ferai remarquer que l'énergie est rendue le 4e secteur en importance au Canada. Et derrière les financières encore, les matériaux et les produits industriels. Mais je vous fais une petite prédiction. Je pense que d'ici 1 an, 2 ans ou mieux, la technologie va même surpasser l'énergie. Alors, la perception que le marché canadien est un marché de commodité, c'est encore vrai, mais ça s'estompe tranquillement pas vite. En conclusion, rapidement, écoutez, c'est toutes des choses qu'on a déjà mentionnées, mais que peut-être qu'on peut se rappeler parce que c'est l'importance du message ici est beaucoup là. C'est que, ben, oui, en ce moment, on a beaucoup d'incertitudes sur les marchés, les élections, la COVID, les évaluations. Donc, moi, je pense que ces incertitudes-là pourraient se dissiper rapidement. Les élections, ça peut être aussitôt que le lendemain de l'élection, début novembre. Les résultats de vaccins s'en viennent en novembre. C'est sûr que les approbations vont prendre 2 mois de plus, mais à partir du moment où on sait qu'on va avoir un vaccin qui va être suffisamment efficace pour contrôler la pandémie, la réduire, ben moi, je pense que les marchés
qui ont toujours l'habitude de regarder en avant, ça va être fort favorable pour eux autres. La seule chose que je dis, c'est attention, plus on attend avant d'avoir un contrôle efficace sur la pandémie, plus malheureusement les risques de la reprise économique peut être affaiblie. Ça va dépendre de combien les gouvernements vont rester présents. Alors ça, c'est ce qu'on va regarder là, près dans les mois qui vont suivre là, au début 2021. Écoute, très intéressant, Marc. On a le temps pour quelques questions. Il y en a une ici, c'est que pensez-vous que s'il y a une hausse des impôts, que les investisseurs pourraient vouloir vendre peut-être, prendre du profit, vendre leurs actifs avant la fin de l'année, avant l'entrée en vigueur? Donc, sans doute, c'est dans un scénario que ce serait peut-être M. Biden. Il y a des rumeurs que pourrait avoir un changement de taxation sur les gains capitaux. Donc, ça va avoir un impact sur le marché. Ça peut avoir un impact, effectivement, parce que certaines compagnies, on est passé à travers là, des projections sur compagnie par compagnie dans notre équipe, avec l'aide, entre autres, de Jean-Pierre Chevalier, qui est notre gestionnaire d'actions américaines. Certaines seront plus touchées que d'autres. Ça peut avoir un impact pour ces compagnies-là. Mais en même temps, il est fort possible que Biden annonce une hausse par palier, c'est-à-dire, entre autres, au lieu d'augmenter tout de suite les impôts de 21 à 28, il pourrait faire de 21 à 25 en 2022. Il pourrait faire ensuite le reste en 2023 ou peut-être même pas le faire du tout. Il y a des gens qui pensent qu'il pourrait s'arrêter à 25 Et à ce moment-là, je pense que le marché pourrait avoir une réaction un peu difficile très rapidement après les élections. Mais je me demande, moi, si ça ne sera pas une opportunité d'achat, si les gens, entre autres, ils réagissent trop mal. Alors, oui, c'est possible qu'il y ait une prise de profit, mais fondamentalement, comme j'ai voulu l'illustrer, elle ne devrait pas être si grosse que ça. Même certaines compagnies pourraient en bénéficier, d'autres un peu moins. Un peu plus nerveux, l'impact serait un peu plus élevé au niveau des technologies, entre autres, mais je ne m'attendrais pas à un gros recul. Fondamentalement, on ne devrait pas avoir un énorme recul. Non, je partage ça. Fait que, tu sais, il y a deux choses. Il y a le taux d'imposition sur les compagnies qui est une chose que tu as décrite. Puis sur les gains capitaux, gardez à l'esprit qu'il n'est pas président, même s'il gagnait avant le 24 janvier lors de l'inauguration. Donc, la taxation sur le gain capital, je ne pense pas que ce soit pour décembre 2020. Donc, je pense qu'on parle plus une année par la suite. Donc, une autre question. Que pensez-vous de l'avenir des sables bitumineux? Donc, comment tu vois ça? Bien, c'est sûr que c'est une industrie qui, quand on parle là, on a vu plusieurs compagnies mondiales annoncer dernièrement, puis c'est tout récent, là, que le sommet dans la consommation de pétrole, on l'aurait vu. Il serait en arrière de nous. C'est pas partagé par tout le monde. Ça reste à voir, mais c'est sûr qu'on ne voit pas un retour de la demande au niveau de 2019 qui était 101 millions de barils par jour à travers le monde. On ne voit pas 101 millions de barils par jour de demande revenir au moins minimum en 2023. Puis tout dépendant comment les nouvelles énergies vont s'implanter, peut-être qu'on ne reviendra jamais à ça. C'est du domaine du possible. À ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? Bien, il va arriver qu'on va avoir une concentration au niveau des compagnies pétrolières. Puis on le voit aux États-Unis, et chaque semaine presque amène son lot d'acquisition. On a ConocoPhillips ce matin qui parle d'acheter Concho Petroleum, qui est quand même un producteur important. Et ce qui va arriver, c'est qu'on va augmenter la profitabilité en contrôlant de mieux en mieux l'offre. Ça ne veut donc pas dire que ce secteur-là va nécessairement, ils vont tous faire faillite. Ça va être difficile jusqu'à temps qu'on trouve un moment où la concentration sera élevée et les compagnies restantes vont faire un niveau de profitabilité décent. Combien de temps va durer cette transition-là? Ça reste à voir. En même temps, entre-temps, tout ce scénario-là peut changer très rapidement. Une guerre au Moyen-Orient, un attentat qui provoque des tensions, fermeture du détroit d'Ormuz, ce sont tous des choses qui peuvent arriver. C'est quand même une région du monde qui est assez volatile et on peut à ce moment-là complètement rebrasser le scénario pour se retrouver dans une situation complètement différente. Donc, l'avenir des sables bitumineux, c'est des compagnies qui ont des réserves à très long terme. Ils vont continuer d'être là. Ils vont continuer à travailler à baisser leurs coûts. Ils vont probablement se consolider éventuellement.
et ils vont demeurer. Moi, je pense que c'est des joueurs qui vont demeurer. La profitabilité peut être un peu plus difficile encore pour un certain temps, mais ils vont s'adapter. Puis d'après moi, ça va être des survivants, non pas des compagnies qui vont disparaître. Ça amène une sous-question. En fait, est-ce que ça se peut que tout le phénomène de la popularité de l'ESG pourrait faire en sorte que ça pèse sur la valorisation des entreprises qui sont impliquées dans les sortes bitumineux? Oui, il y a un poids, on le voit déjà actuellement, il y a un poids. On demande à ces compagnies-là de... Il y a deux choses en arrière d'un G d'une compagnie d'énergie. On lui demande de faire sa production de manière la plus économe, entre autres en CO2, en termes de gaz à effet de serre. Et les compagnies travaillent très fort à diminuer leur production de gaz à effet de serre. Mais en même temps, ils produisent un produit qui est polluant à ce niveau-là, au niveau des gaz à effet de serre, encore une fois. Fait que oui, il y a des gens pour qui ils disent, si vous vous améliorez, pour moi, c'est suffisant. D'autres disent, non, je ne suis pas intéressé par votre genre de produit, alors je n'investirai pas chez vous. Alors, dans tous les cas, il y a des gens qui trouvent ça plus difficile d'investir dans l'énergie à combustion fossile. Et oui, il y a un certain poids, il ne faut pas se le cacher, sur ces compagnies-là en raison là, des ESG. OK. Deux questions en terminant. La première, c'est M. Dallaire. Des fois, je nomme la personne, mais des fois pas. C'est parce que des fois, les gens, c'est anonyme, d'autres indiquent leur nom. Donc, M. Dallaire, planificateur financier, est-ce que le risque d'un second crash est probable ou si c'est plutôt faible? Moi, j'ai mon opinion, mais je te laisse aller. Vas-y, avec 25 ans d'expérience, on n'a pas de boule de cristal l'un de l'autre. Je suis curieux d'avoir ton point de vue là-dessus. Ben, les risques sont plutôt faibles, je crois, parce que on a vraiment là, les gouvernements de par le monde ont vraiment démontré un commitment, là, une détermination forte à soutenir l'économie d'une manière qui est quand même assez exceptionnelle, qui est humainement là, une très bonne chose. Bon, comme de raison, si tout ça va coûter très cher, puis éventuellement, il faudra faire un plan par rapport à ça. Tant que l'inflation et les taux d'intérêt restent bas, avoir de la dette, c'est beaucoup moins problématique. Mais ceci étant dit, qu'est-ce qui pourrait amener un crash? On retire massivement ce support-là, ça, je le vois beaucoup moins. Par contre, c'est que si jamais, au niveau des vaccins, les vaccins sont très peu efficaces. Si on s'attarde beaucoup à obtenir quelque chose qui endigue la COVID, je pense que les marchés pourraient être affectés là, par une perspective d'avoir encore 2021 au complet là, dans le genre de situation qu'on connaît, avec des gouvernements qui commencent à dire, ben nous, on est rendu au bout de notre effort fiscal, on n'a plus la capacité d'aider plus. Oui, là, on serait, je pense, dans un scénario qui serait vulnérable, mais je ne l'envisage pas pour l'instant. Beaucoup de choses pointent dans la direction opposée. Je partage ton opinion. En fait, l'idée la suivante, c'est que avec des banques centrales qui donnent beaucoup de liquidités, qui maintenant sont en backstop, là, excusez l'expression anglaise, pour acheter des obligations corporatives. Vous savez, les crashs, si on regarde en 87, on parlait plutôt de hausse de taux d'intérêt. En 2008, c'était des banques financières, mais ça avait été précédé par des hausses de taux d'intérêt. On n'est vraiment pas là-dedans. Rapidement, dernière question. Shopify, c'est quand même important. Tu parles de technologie qui augmente, mais le poids est important. C'est quoi ton niveau de confort par rapport à ce type-là? Bon, ben, c'est une excellente question. Écoutez, c'est sûr, le Shopify, c'est 5% et plus de l'indice canadien. C'est la moitié du poids de la technologie, donc c'est un nom qu'on ne peut pas éviter. C'est aussi un clair gagnant de la pandémie, malheureusement. Ça supporte, là, à la limite, là, on peut voir le Shopify comme étant pratiquement le plus grand compétiteur d'Amazon parce qu'il supporte un ensemble de compagnies qui concurrencent Amazon. Alors, c'est pas rien dire, là. C'est quand même un rôle majeur dans tout le e-commerce, dans toutes les ventes en ligne. Et force est d'avouer que depuis le début de la pandémie, ils ont dépassé largement les chiffres de croissance qu'on anticipait. Mais malgré tout, cependant, l'évaluation de Shopify est très, très, très élevée. Là. Quand on parle d'une évaluation qui est la moins demandante, qui est les ventes sur la valeur de l'entreprise,
on est à des sommets qui dépassent les zones de confort habituelles. Alors, c'est vraiment une guerre entre la croissance et l'évaluation. Pour l'instant, la croissance semble gagner, c'est-à-dire que la compagnie croît beaucoup plus vite qu'anticipé. Mais c'est sûr que c'est un nom qu'on regarde de près. Mon scénario de base, c'est qu'il est possible que bientôt la croissance ralentisse. Encore là, il faut voir un peu comment les vaccins vont arriver puis à quelle vitesse on va se débarrasser de la pandémie, entre guillemets. Il faudra voir aussi tous les gens qui se sont tournés vers les ventes en ligne. Combien il y en a qui vont continuer à utiliser ce modèle-là d'achat ou est-ce qu'ils vont préférer retourner en magasin physique? Moi, j'ai l'impression qu'il va venir un temps où l'évaluation va peut-être devoir là, se contracter un peu. C'est mon scénario de base, mais pour l'instant, il est un peu tôt. Je suis patient encore. Je regarde les chiffres d'une compagnie qui croît tellement vite. À chaque trimestre, à chaque annonce de résultats, on en apprend beaucoup plus sur ces modèles-là. Alors, pour l'instant, je suis patient, mais en même temps, je surveille la situation de très près. Écoute, merci beaucoup. Le temps passe tellement vite, Marc. On aurait continué encore une demi-heure, mais il faut respecter notre temps, c'est notre marque de commerce. Pour ceux qui auraient manqué le début ou une partie, je vous répète que tout ça est enregistré et disponible sur notre site web. Là, il y a publication économique là, que vous pouvez retrouver. Donc, j'espère que vous avez aimé la formule. Donc, c'est le début. Ça sera donc à tous les mercredis à 10 heures. Nos rendez-vous d'automne de IA gestion de placement. Et merci, Marc, de t'être rendu disponible pour ce premier lancement. C'était très, très éclairant. Oui, ben écoute, merci beaucoup de m'avoir invité, Clément. C'est toujours agréable là, de pouvoir partager avec tout le réseau là, nos vues, nos visions. Alors, merci beaucoup de l'opportunité. Donc, au plaisir. Donc, je répète que ton slide deck est disponible sera disponible sur le site web. Donc, c'est un rendez-vous pour mercredi prochain à pareille heure. Ça sera mon collègue Pierre Chapdelaine, donc gestionnaire au niveau des actions internationales, qui doit nous parler de ses positionnements de portefeuille et des opportunités. Donc, sur cela, je vous souhaite une belle semaine.